30 femmes désiraient le duc de Rothmere. 30 femmes souriaient à ses blagues épouvantables. Elles ignoraient sa grossièreté délibérée. Et elles prétendaient que sa richesse colossale n'était qu'un détail face à son charme indéniable. Il les a toutes mises à l'épreuve, et toutes ont échoué. Elle l'étouffait avec une flatterie parfaitement répétée. Il était absolument convaincu que l'affection sincère était un mythe inventé par les poètes. Jusqu'à ce que la 31e femme s'assoie en face de lui. Elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit qu'il était un raseur insupportable. Le feu dans le bureau s'était réduit à des braises. Il projetait une lumière orange, terne et meurtrie, sur le bureau en acajou. Arthur Pendleton, le 9e duc de Rothmere, était assis, parfaitement immobile. Le seul son dans la pièce caverneuse était le grattement sec et abrasif de son stylo-plume sur un lourd parchemin. Il traça une seule ligne sombre sur le nom de Lady Geneviève Hayes. « Ça en fait 30, dit Thomas depuis les profondeurs d'un fauteuil à oreilles près de l'âtre. Thomas Croft, le plus vieil ami d'Arthur, et peut-être le seul homme à Londres qui se fichait du duché, sirotait un verre de brandy. Il semblait fatigué. 30 femmes, Arthur. Tu as systématiquement aliéné toute la cuvée actuelle de débutantes, une bonne partie de celle de l'année dernière, et au moins 3 veuves qui auraient dû être plus avisées. Arthur ne leva pas les yeux. Il boucha son stylo, le clic métallique résonnant sèchement dans la pièce silencieuse. Lady Geneviève m'a marché sur le coup de pied pendant le quadrille. J'ai intentionnellement mis mon pied sur son chemin. Oui, mais le coup était rude. J'ai sifflé de douleur. Sais-tu ce qu'elle a fait? Elle s'est excusée, je présume. Elle s'est excusée que son pied se soit trouvé sur le chemin de ma chaussure, corrigea Arthur, la voix neutre. Elle a prétendu que sa maladresse était un fardeau pour la grâce de ma danse. Je danse comme un cheval de trait boiteux, Thomas. Nous le savons tous les deux. Pourtant, elle m'a regardé avec ses grands yeux vides et m'a dit que je glissais comme l'eau sur la pierre. Thomas soupira, le son faisant bruisser sa cravate rigide. Elle veut être duchesse. Tu peux difficilement reprocher à la jeune fille un peu de flatterie stratégique. C'est pour cela qu'elles sont élevées. On leur apprend le français, la broderie et l'art délicat de gonfler l'ego d'un homme titré. Je ne veux pas qu'on gonfle mon ego. Arthur se pencha en arrière, le cuir de son fauteuil grinçant. Il se frotta les yeux. La fatigue était profonde, une lassitude qui n'avait rien à voir avec le sommeil. Elle venait de la pantomime creuse de sa vie. Depuis qu'il avait hérité du titre à 22 ans, après l'accident de calèche soudain qui avait emporté son père et son frère aîné, Arthur avait cessé d'être un homme. Il était devenu un registre, un domaine, un coffre-fort ambulant et parlant. Il avait conçu ses tests par un besoin désespéré d'authenticité, de petits pièges cruels, conçus pour apercevoir un véritable être humain sous le vernis de l'éducation de la haute société. Test numéro 12. Il avait renversé du thé brûlant sur les genoux de mademoiselle Harriet Vane. Elle s'était mordu la lèvre si fort qu'elle saignait, mais elle avait souri et l'avait remercié pour la chaleur. Test numéro 28. Il avait proclamé à voix haute, à portée de voix de Lady Louisa, que les fermiers de son domaine du Nord se plaignaient d'une maladie des cultures, et qu'il avait l'intention de tous les expulser pour pure paresse. C'était un mensonge monstrueux. Arthur avait dépensé 10 000 livres sterling de son propre argent pour subventionner leurs grains le mois dernier. Lady Louisa avait hoché la tête sagement et suggéré qu'il emploie des chiens pour hâter leur départ. « Tu cherches une sainte, » dit Thomas en faisant tourner le liquide ambré dans son verre. « Ou une folle. »« Je cherche une colonne vertébrale, » rétorqua doucement Arthur. Il se leva et se dirigea vers les hautes fenêtres, regardant la pluie qui lustrait les pavés de Mayfair. Les lampadaires se brouillaient sur le verre humide. « Je ne peux pas me réveiller chaque matin pendant les 40 prochaines années à côté d'une femme qui est d'accord avec moi avant même que j'aie fini ma phrase. Ça me tuera. Lentement, silencieusement, ça me rongera l'esprit. Alors ne te marie pas. La lignée, dit Thomas. Le domaine, le devoir. Les mots avaient un goût de cendre. Ils se lavaient toujours. Il y a le bal des Danbury demain soir, proposa Thomas, totalement dépourvu d'enthousiasme. Une nouvelle cargaison de mères désespérées et de filles terrifiées. Peut-être que tu pourras mettre le feu aux cheveux de quelqu'un et voir si elle te remercie pour l'éclairage. Arthur eut un sourire sombre et sans humour. Il ferma le registre relié en cuir sur son bureau. Il en avait fini de tester. Il en avait fini d'espérer.
Il irait au bal des Danbury. Il choisirait une femme dont la famille avait des opinions politiques tolérables. Et il se rendrait à la froide arithmétique de son existence. Il avait prouvé sa propre hypothèse. L'honnêteté n'existait pas dans ce monde. Beatrice Winslow se tenait sur un tabouret dans la salle de couture exiguë et pleine de courants d'air de la maison de ville louée par sa famille. Elle s'efforçait de ne pas respirer. « Rentre le ventre, Béatrice. Mon Dieu, tu as la posture d'un docker, marmonna sa mère, la bouche pleine d'épingles en acier. » Lady Winslow tira sur la soie verte délavée de la robe, pinçant le tissu à la taille. « Si je rentre le ventre davantage, mère, je vais me casser une côte, me perforer un poumon et me vider de mon sang sur le tapis emprunté de Madame Gable, déclara Béatrice, fixant d'un air absent le papier peint qui se décollait. Ne sois pas dramatique, c'est inconvenant. Lady Winslow enfonça une épingle, et Béatrice grimaça lorsque la pointe acérée effleura sa peau. Cette robe était la mienne. Elle a attiré l'œil de ton père. Elle devra faire l'affaire pour ce soir. Elle ne ferait pas l'affaire, et elles le savaient toutes les deux. La soie était cassante. La couleur était passée après des années dans une malle. Elle sentait légèrement la naphtaline et le désespoir. Mais les Winslow étaient baronnets de noms et indigents en réalité. Le boucher avait suspendu leur crédit mardi. Le marchand de charbon ignorait leurs lettres. Béatrice avait 23 ans, pratiquement une vieille fille selon les normes cruelles de la bonne société. Et cette saison était leur tout dernier pari. Elle descendit du tabouret tandis que sa mère reculait. Béatrice se dirigea vers le miroir fissuré. La robe avait une coupe démodée, sans la taille empire actuellement favorisée par les riches. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une marchandise en détresse, emballée pour une vente immédiate. « Tu dois sourire ce soir », ordonna sa mère. Sa voix avait perdu son ton agaçant, remplacé par une panique brute et nue que Béatrice détestait entendre. Lord Haddington sera là. Il a 70 ans, oui, et il sent légèrement le fromage, mais il n'a pas d'héritier et un vaste domaine dans le Kent. Tu riras à ses histoires, même celles sur sa goutte. Surtout celle sur sa goutte. Lady Winslow attrapa les mains de Béatrice. La peau de sa mère était sèche, les articulations enflées. « S'il te plaît, Béa, nous n'avons plus rien. » Une lourde pierre se logea dans l'estomac de Béatrice. Elle serra les mains de sa mère, offrant un hochement de tête crispé et peu convaincant. Elle comprenait les mécanismes du piège. Elle n'avait pas besoin d'amour. Elle n'avait jamais été assez sotte pour croire qu'une grande romance était écrite dans les étoiles. Elle voulait simplement une vie tranquille où elle n'aurait pas à calculer le coût d'une seule miche de pain. Mais la dégradation absolue de se pavaner devant des hommes qui la voyaient comme une poulinière lui donnait la chair de poule. 3 heures plus tard, la salle de bal des Danbury était un enfer suffocant de bougies en cire d'abeille, de parfums lourds et d'ambitions frénétiques. Béatrice se tenait près d'une fougère en pot près de l'orchestre, sirotant un verre de limonade tiède. Le bruit était un poids physique. Les rires stridents des jeunes filles, les murmures bas et prédateurs des hommes plus âgés. C'était un marché à la viande habillé de soie et mis en musique sur une valse. Elle observa une agitation près des grandes portes doubles. La foule s'écarta comme une mer fendue, et un homme entra, flanqué de quelques connaissances à l'air nerveux. Il était grand, vêtu d'un costume noir sévère et impeccable qui rendait les vestes colorées des autres hommes criardes. Son visage était fin, aristocratique et complètement rigide. Il regardait la pièce comme un homme regarderait le sol d'un abattoir. « Le duc de Rothe » murmura une jeune fille à quelques pas de Béatrice. « On dit qu'il a un revenu de 100 000 par an. » Béatrice l'observa. Elle vit la façon dont les femmes trébuchaient presque sur elles-mêmes pour attirer son regard. Elle le vit se mettre délibérément devant un laquais qui passait, faisant tomber au serviteur un plateau de coupe de champagne. Le verre se brisa violemment. Le duc ne sourcilla même pas. Il se tourna vers une jeune dame à côté de lui, haussa un sourcil et dit quelque chose que Béatrice ne put entendre. La jeune dame rit, d'un son aigu et désespéré, et hocha la tête avec enthousiasme, ignorant complètement le pauvre serviteur qui se débattait par terre. Béatrice sentit une pointe aiguë de dégoût. Il était de ceux-là alors. Un homme si isolé par la richesse et l'importance que le reste du monde n'était qu'un accessoire pour son amusement. Elle posa sa limonade sur un plateau qui passait. Elle ne pouvait plus supporter la salle de bal une seconde de plus. Haddington et sa goutte devraient l'attendre.
Se glissant derrière un lourd rideau de velours, Béatrice navigua dans les couloirs faiblement éclairés de la maison Danbury. Elle cherchait le seul endroit où personne ne va jamais lors d'un bal, la bibliothèque. La lourde porte en chêne de la bibliothèque se referma derrière Béatrice, coupant instantanément le vacarme de la valse. La pièce était sombre, éclairée seulement par un feu mourant dans une immense cheminée en pierre et un unique candélabre sur une table de lecture centrale. Ça sentait le vieux cuir, la poussière et un silence béni et profond. Elle laissa échapper un long soupir frémissant, passant la main dans son dos pour desserrer discrètement les lacets de son corset qui s'enfonçait dans sa colonne vertébrale. Elle erra vers les étagères imposantes, faisant glisser ses doigts sur les dos d'encyclopédies négligées. Elle avait trouvé un exemplaire usé de Marc Aurèle, l'avait sorti et s'était installée dans un profond fauteuil en cuir, niché dans l'ombre près de l'âtre. Pendant 10 minutes, elle eut la paix. Puis la lourde porte s'ouvrit violemment, rebondissant contre le mur avec un craquement. Béatrice ne sursauta pas. Elle ferma simplement son livre, gardant son doigt pour marquer la page. Le duc de Rother entra d'un pas décidé dans la pièce, passant agressivement une main dans ses cheveux sombres. Il marmonnait quelque chose dans sa barbe, une série de jurons qui auraient fait rougir un marin. Il se dirigea directement vers la table d'appoint, attrapa une carafe de scotch et se versa une généreuse mesure sans s'embarrasser d'un verre. Il but directement à la bouteille de cristal. Béatrice resta assise dans l'ombre, totalement immobile. Elle envisagea de s'éclaircir la gorge, mais franchement, elle était trop fatiguée. Qu'il fasse sa crise. Elle partirait quand il tournerait le dos. Arthur abaissa la carafe, haletant légèrement sous la brûlure de l'alcool. Il s'appuya contre la table, la tête basse. « Des vautours !» murmura-t-il à la pièce vide. Une pièce pleine de vautours peints et souriants. « Je trouve que les vautours sont des créatures remarquablement efficaces, » dit Béatrice, d'une voix égale depuis l'obscurité. « Ils nettoient la pourriture que personne d'autre ne veut toucher. Les femmes là-dehors essaient simplement de survivre. Il est peu charitable de leur en vouloir pour ça. » Arthur sursauta, laissant tomber la carafe. Elle heurta le sol moquetté avec un bruit sourd, renversant du scotch sur le tapis perçant. Il se retourna brusquement, ses yeux se plissant pour tenter de percer la pénombre. « Qui est là ?» Béatrice se leva lentement, sortant de l'ombre profonde du fauteuil, pour que la lumière des bougies puisse éclairer sa robe verte délavée. Elle ne fit pas la révérence. Elle ne baissa pas les yeux. Elle le regarda simplement avec un mélange d'épuisement et d'irritation profonde. « Une fugitive, votre grâce, tout comme vous, semble-t-il. » Arthur la dévisagea. Il reconnut instantanément la robe comme une relique d'une décennie révolue, et l'absence de bijoux autour de son cou lui indiqua sa situation financière. Pourtant, elle se tenait avec une défiance rigide. L'instinct prit le dessus. L'habitude était trop profondément ancrée. Un test. Il se redressa, adoptant son regard le plus hautain et insupportable. « Vous êtes entré sans permission dans un lieu privé. De plus, vous m'avez fait sursauter et m'avez fait ruiner le tapis de mon hôte. Vous devriez vous excuser abondamment pour votre maladresse. » Béatrice regarda le scotch renversé, puis son visage. La lumière du feu attrapa les lignes dures de sa mâchoire. Elle ne sia pas. « Je n'ai pas versé la liqueur dans votre gorge avec la grâce d'un homme qui se noie. Ni n'ai-je desserré votre prise sur la bouteille, » dit-elle, sa voix tombant dans un registre bas et plat. « Si vous manquez de la coordination de base pour tenir une carafe, vous devriez vous en tenir à la limonade. Quant à m'excuser, j'étais ici la première. C'est vous l'intrus, et vous êtes remarquablement bruyant pour un homme qui cherche le calme. » Arthur se figea. L'air lui manqua dans les poumons. Personne ne lui parlait comme ça. Son régisseur tremblait devant lui. Ses pairs s'effaçaient devant lui. Les femmes se pâmaient pour lui. Il fit un pas en avant, la dominant de sa taille, essayant de l'intimider physiquement pour obtenir la soumission à laquelle il était habitué. « Avez-vous la moindre idée de qui je suis ?» demanda-t-il, sa voix un grondement bas et dangereux. Béatrice laissa échapper un rire court et cynique. Il était totalement dépourvu de gaieté. « Oui, vous êtes le duc de Rother, l'homme qui a délibérément fait trébucher un laquais il y a à peine 20 minutes, juste pour voir si la fille à côté de lui s'en soucierait. Elle ne s'en est pas souciée. Vous avez prouvé votre petit argument. Vous êtes riche, vous êtes puissant, et vous êtes absolument, désespérément malheureux. » Elle s'avança vers lui, réduisant la distance.
refusant de céder un pouce de terrain. Elle releva le menton pour croiser son regard. « Je suis sûr que vous vous attendez à ce que je flatte votre ego maintenant, que je m'excuse et que je supplie pour une danse. Laissez-moi vous épargner cette peine, votre grâce. Vous êtes arrogant. Vous êtes cruel envers les gens qui ne peuvent pas se défendre. Et franchement, vous êtes un raseur insupportable. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un vieil homme avec la goutte à charmer, ce qui est infiniment préférable à supporter votre compagnie. » Elle tourna les talons, la soie délavée de ses jupes claquant, et se dirigea vers la porte. Arthur resta planté sur place. Son cœur, qui battait à un rythme lent, régulier et apathique depuis 5 ans, se mit soudain à battre violemment contre ses côtes. La piqûre de ces mots était un choc physique, comme plongé dans une eau glacée. Ça brûlait, ça piquait. C'était la chose la plus magnifique qu'il ait jamais entendue. « Attendez, dit-il. » L'ordre avait disparu de sa voix. Elle était brute. Béatrice s'arrêta, la main sur la lourde poignée de porte en laiton. Elle regarda par-dessus son épaule, ses yeux méfiants et épuisés. « Quoi ?» Arthur regarda la femme dans la terrible robe verte. Il vit la tension dans ses épaules, l'inclinaison défensive de son menton, la vérité absolue et sans phare dans son regard. « Vous ne m'avez pas dit votre nom. » Le lendemain du bal des Danbury avait un goût de fumée rance et de désastre imminent. Béatrice était assise à la table en bois balafré de la cuisine de la maison de ville louée, reprisant méthodiquement un trou dans un bas de laine gris. Ses doigts étaient raides de froid. L'âtre était éteint pour économiser le stock de charbon qui diminuait, et la lumière grise de Londres filtrant par la fenêtre striée de crasse n'offrait aucune chaleur. À l'étage, sa mère soignait une migraine provoquée par la disparition soudaine de Béatrice de la salle de bal la nuit précédente. Elle avait obtenu une seule danse avec Lord Haddington avant sa fuite vers la bibliothèque. Il avait passé les 15 minutes entières à détailler les consistances changeantes de ses crachats matinaux. Béatrice avait souri jusqu'à ce que sa mâchoire lui fasse mal, hochant la tête à tous les moments appropriés. Elle coupa le fil avec ses dents. Elle avait survécu à la nuit, mais le registre de leur dette restait impitoyable. Un coup sec et autoritaire résonna à la porte d'entrée. Pas le tapotement timide du garçon boulanger, ni les coups frustrés du propriétaire. C'était un coup qui attendait une réponse immédiate. Béatrice l'ignora. Elles avaient renvoyé leur unique servante depuis longtemps. Si c'était un créancier, le silence était la meilleure défense. On frappa de nouveau, plus fort, puis le bruit de bottes lourdes sur les marches de l'entrée, se déplaçant vers la fenêtre du salon. Béatrice soupira, laissant tomber le bas. Elle traversa le couloir étroit et glacial et ouvrit juste assez la lourde porte en chêne pour jeter un coup d'œil. Arthur Pendleton se tenait sur son perron délabré. Il était en tenue d'équitation, portant un manteau gris foncé austère et des bottes en cuir immaculé qui soulignaient l'état honteux du seuil non balayé des Winslow. Derrière lui, tenant les rênes d'un énorme hongre noir, se tenait un palefrenier en livrée. Le contraste entre sa richesse stupéfiante et la peinture écaillée du cadre de la porte était physiquement discordant. Béatrice le dévisagea. Elle n'ouvrit pas la porte plus grand. « Votre grâce. »« Mademoiselle Winslow, » dit-il, prononçant son nom comme pour en tester le poids. « Vous avez quitté le bal assez brusquement hier soir. Et vous avez amené un cheval très cher dans un quartier très pauvre, » répondit Béatrice, sa voix totalement dépourvue du respect haletant auquel il était habitué. « Si vous cherchez des excuses pour mes remarques dans la bibliothèque, vous avez fait un voyage pour rien. Je pensais chaque mot. » Arthur ne broncha pas. Au lieu de cela, un muscle de sa mâchoire tressaillit. Ce n'était pas de la colère. Cela ressemblait étrangement à de la fascination. « Je ne suis pas ici pour des excuses. Puis-je entrer ? Non. » Le refus brutal flotta dans l'air humide du matin. Arthur cligna des yeux. C'était un mouvement lent et délibéré. « Non. Ma mère est indisposée. Je ne suis absolument pas chaperonné, et cette maison est actuellement glaciale, car nous ne pouvons pas nous permettre d'allumer les feux avant midi, » dit Béatrice en s'appuyant contre le cadre de la porte. Elle refusait d'avoir honte. La honte était un luxe pour les riches. De plus, si les voisins voient le duc de Rothe entrer chez moi à 10 heures du matin, ma réputation sera en lambeaux, et Lord Haddington retirera son intérêt. Et puisque Lord Haddington est la seule chose qui se dresse entre ma famille et la prison pour dette, vous ne pouvez pas entrer.
Arthur encaissa le barrage d'honnêteté brutale sans ciller. Il regarda son col effiloché. Il regarda les ombres qui meurtrissaient la peau sous ses yeux. Il vit le calcul froid de sa survie, et cela l'ancra d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis 5 ans. Haddington a 74 ans, déclara Arthur, la voix neutre. Il a un tempérament de blaireau acculé et l'intellect d'un légume racine. Il a un domaine sans héritier et un cœur fragile, rétorqua Béatrice sans heurts. Je lui donne 5 ans. Je peux tout endurer pendant 5 ans. Une expression sombre et indéchiffrable traversa le visage d'Arthur. Il s'approcha de la porte, envahissant son espace, la forçant à lever les yeux vers les angles durs de son visage. Vous vous vendriez à un vieil homme décrépit pour régler un registre. Vous testez les femmes avec du thé renversé et des remarques cruelles, parce que vous êtes terrifié de faire un mauvais investissement, répliqua Béatrice, ses yeux se plissant. Ne me faites pas la morale sur les registres. Votre grâce. Nous opérons tous les deux sur un marché. Je vends simplement. Vous achetez. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des reprises à finir. Elle commença à pousser la porte pour la fermer. La main gantée d'Arthur jaillit, attrapant le bois lourd. Il ne la poussa pas pour l'ouvrir, mais il la maintint fermement en place. Ses yeux étaient rivés sur les siens, sombres et intenses. « J'ai une calèche au coin de la rue », dit-il, sa voix baissant à un registre bas et calme qui fit se hérisser les poils sur le bras de Béatrice. « Amenez votre mère. Amenez un chaperon. Je souhaite vous conduire à travers le parc. Pourquoi? Parce que vous êtes la seule femme à Londres qui ne m'ennuie pas au point de la violence. » Béatrice fixa sa main sur sa porte. Le cuir de son gant était incroyablement doux. Le bois de sa porte était éclaté. Elle releva les yeux vers son visage. « Je ne suis pas une curiosité pour votre amusement, votre grâce, » dit-elle doucement. « Je ne peux pas me permettre d'être la diversion temporaire d'un duc excentrique. Ma vie est littéralement en jeu. Lâchez la porte. » Pendant un long et tendu moment, Arthur maintint sa position. Il étudia la défiance féroce et épuisée dans ses yeux. Lentement, il retira sa main. « Bonne journée, mademoiselle Winslow. » Béatrice ferma la porte, mit le verrou et appuya son front contre le bois froid. Ses mains tremblaient. Il fallut exactement 3 jours à Arthur pour détruire systématiquement l'avenir de Béatrice. Le champ de bataille fut la soirée musicale de Lady Culpeper. Le salon était étouffant de chaleur, bondé de l'élite de la bonne société, tous feignant d'écouter une soprano terrifiée massacrer un air de Mozart. Béatrice était assise sur une chaise rigide en velours au dernier rang, piégée. Lord Haddington l'avait acculée contre une lourde tapisserie. Il était rougeau, transpirant abondamment dans sa cravate, et se penchait beaucoup trop près. Il sentait le tabac à priser, la vieille laine et les pastilles à la menthe. Le drainage des champs du sud, mademoiselle Winslow, est atroce à Hallita Haddington, tapant sa canne contre le plancher, pour appuyer ses dires. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un homme produise une récolte décente de navets avec un sol gorgé d'eau. J'ai dit à mon bailli, Higgins, vous êtes un imbécile du plus haut niveau. En effet, monseigneur, murmura Béatrice, gardant les yeux fixés sur la bouche de la chanteuse, essayant de détacher son esprit de son corps. Elle calcula mentalement le coût du bœuf que sa mère avait commandé ce matin à crédit. Le boucher l'avait regardé avec pitié. La pitié était pire que la colère. « J'ai besoin d'une femme qui comprend la gestion d'un domaine », continua Haddington, ses yeux larmoyants tombant lourdement sur son décolleté. « Une femme calme, obéissante. Les filles modernes ne sont que futilité et bêtises. Vous, mademoiselle Winslow, vous êtes robuste. » Béatrice ferma les yeux une fraction de seconde. Robuste, comme un cheval de labour, comme un chariot fiable. Elle enfonça ses ongles dans la paume de ses mains, arborant un sourire poli et vide. « Vous me flattez, monseigneur. Elle vous ment totalement, Haddington. » La voix trancha le bourdonnement de la pièce, nette, froide et dégoulinante de dédain aristocratique. Béatrice releva brusquement la tête. Arthur se tenait à 1 mètre de là. Il portait une veste en velours bleu nuit qui absorbait la lumière des bougies, et son expression était celle d'un amusement léger et mortel. Le petit groupe autour d'eux s'était instantanément tu, se tournant pour observer le duc. Haddington bafouilla, son visage virant à une nuance alarmante de violet. « Rothmere, que signifie cette interruption? » « La signification, Haddington, c'est que vous ennuyez la pauvre jeune fille à mourir, »
dit Arthur en s'approchant, sa présence dominant l'espace, rapetissant le vieil homme. Cette mademoiselle Winslow est simplement trop polie pour vous informer qu'elle préférerait se jeter dans la Tamise plutôt que d'entendre un mot de plus sur vos navets gorgés d'eau. La panique, froide et vive, inonda la poitrine de Béatrice. Votre grâce, je vous assure. Ne mentez pas pour lui, mademoiselle Winslow, l'interrompit Arthur, ses yeux rencontrant les siens. Il y avait là un défi, une exigence brutale et sans compromis. Il vous a appelé robuste. C'est une insulte, pas un compliment. Et son domaine dans le Kent est hypothéqué jusqu'au cou, n'est-ce pas, Haddington? Le drainage est le cadet de vos soucis financiers. Un hoquet collectif parcourut la foule qui écoutait. La mâchoire de Haddington tomba. L'étalage public des difficultés financières d'un père était une violation impardonnable de l'étiquette. Vous outrepassez vos droits, monsieur, balbutia Haddington, agrippant sa canne avec des jointures blanches. J'exige satisfaction. Oh, allez vous asseoir avant que votre cœur ne lâche, le congédia Arthur d'un revers de main, sans même prendre la peine de regarder le vieil homme furieux. Vous n'allez pas me tirer dessus, et je n'ai aucun intérêt à vous tuer pour un légume racine. Laissez-nous. C'était un renvoi prononcé avec le poids absolument écrasant d'un duché. Haddington regarda autour de lui, vit les yeux affamés et médisants de la bonne société se fixer sur lui, et opéra une retraite tactique, marmonnant furieusement dans sa barbe, en s'éloignant en boitillant. Le silence qui suivit fut suffocant. Tous les yeux dans la pièce étaient fixés sur Béatrice et le duc. Béatrice se leva. Ses jambes tremblaient, mais sa colonne vertébrale était d'acier forgé. Elle ne regarda pas la foule. Elle ne regarda qu'Arthur. « Marchez avec moi, votre grâce », dit-elle, sa voix tremblant d'une rage à peine contenue. Elle se tourna et se dirigea d'un pas décidé vers les portes-fenêtres menant au balcon. Arthur la suivit, son expression totalement indéchiffrable. Dès que les lourdes portes vitrées se refermèrent derrière eux, coupant la chaleur humide et les regards insistants, l'air frais de la nuit les frappa. Béatrice se retourna brusquement, les mains serrées en poing le long de son corps. « Qu'avez-vous fait » siffla-t-elle, s'avançant dans son espace, abandonnant complètement toute prétention de déférence. « Avez-vous perdu la tête? Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de faire » Arthur s'adossa à la balustrade en pierre, apparemment à l'aise, bien que ses yeux ne quittent jamais son visage. « Je vous ai sauvé d'une proposition misérable. Vous devriez me remercier. » « Vous remercier ?» La voix de Béatrice se brisa, un son rauque de pur désespoir. « Vous ne m'avez pas sauvé. Vous avez détruit ma famille. Haddington était ma seule option, ma seule offre. À cause de votre petite performance théâtrale là-dedans, il ne me parlera plus jamais. Il retirera sa demande, et les ragots s'assureront qu'aucun autre homme ne m'approche. Bien. » La seule syllabe tomba comme une pierre dans un étang calme. Béatrice s'arrêta. La colère céda momentanément la place à une profonde confusion. « Bien, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ma famille est en faillite. L'épicier a menacé d'appeler le magistrat hier. J'ai changé ma vie pour empêcher ma mère de mourir de faim dans une prison pour dette, et vous venez de brûler le contrat pour un moment d'amusement. » Des larmes, chaudes et furieuses, piquèrent les coins de ses yeux. Elle refusa de les laisser couler. Elle se détourna, agrippant la pierre froide de la balustrade du balcon, regardant les jardins sombres. « Vous avez joué vos jeux, votre grâce. Vous avez prouvé le point tordu que vous essayez de faire valoir. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi seul. » Elle entendit le léger frottement de ses chaussures en cuir sur la pierre. Il se déplaça jusqu'à se tenir juste derrière elle. Il ne la toucha pas, mais elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui, bloquant le vent. « Je n'ai pas fait ça pour m'amuser, » dit Arthur. L'arrogance avait disparu de sa voix. Elle semblait creuse, rauque. Je vous regardais lui sourire. Je vous regardais vous briser en morceaux pour vous conformer à son petit moule pathétique. Je vous regardais devenir l'une d'entre eux. Je suis l'une d'entre eux. Béatrice se retourna brusquement, le dos contre la balustrade, piégée entre le vide et le duc. Je suis une femme sans fortune et sans titre. Je n'ai pas le luxe de l'intégrité. L'intégrité coûte cher. Je ne peux pas me la permettre. Arthur la regarda. Il vit les larmes qu'elle luttait pour retenir. Il vit la panique authentique et terrifiante d'une femme face à la ruine. Il réalisa avec un choc écœurant la vérité absolue de ses paroles. Il avait joué un jeu avec des vies qui luttaient pour leur survie.
Il avait voulu une colonne vertébrale. Il en avait trouvé une, et son premier instinct avait été de la briser pour voir à quel point elle était forte. « Je m'excuse, » dit Arthur. Béatrice cessa de respirer. Les ducs ne s'excusaient pas. Ils ne baissaient pas la tête comme Arthur le faisait maintenant. « Ma richesse m'a isolé des conséquences, » continua-t-il, sa voix calme, portée par le son lointain des roues de calèche sur le gravier en contrebas. « J'ai considéré votre situation comme un problème philosophique. J'ai manqué de respect pour la réalité de votre souffrance. J'ai eu tort. » Béatrice le dévisagea, totalement désarmée. Le combat s'évanouit en elle, ne laissant que l'épuisement. Des excuses ne paient pas le boucher, votre grâce. Arthur releva la tête. L'hésitation avait disparu. L'intellect froid et calculateur qui gérait de vastes domaines et des alliances politiques revint en force. Mais cette fois, il était entièrement dirigé vers elle. Non, en effet, admit-il. Mais un contrat de mariage le fera. La pluie commença mardi. Une averse glaciale et incessante qui transforma les rues de Londres en une rivière de boue et de fumier. Béatrice était assise en face d'Arthur dans sa calèche privée. L'intérieur était un cocon de velours vert foncé et d'acajou poli, sentant le cuir cher et la laine humide de pluie. Dehors, la ville était un flou, à travers la vitre striée de pluie. Il roulait depuis 20 minutes. Aucun n'avait prononcé un mot. Arthur était assis parfaitement immobile, ses longues jambes étendues, une tension imperceptible dans la mâchoire. Béatrice observait le pouls régulier à sa gorge, essayant de calmer les battements frénétiques de son propre cœur. Il avait envoyé sa calèche chez elle à midi, avec une seule note manuscrite. « Apportez les registres de votre mère. Soyez une héroïne. » Sa mère s'était presque évanouie de joie, supposant qu'une grande déclaration romantique était imminente. Béatrice avait rangé les livres en cuir usé dans une sacoche avec la résignation sombre d'un soldat marchant vers une cour martiale. Arthur rompit enfin le silence. Il tendit la main à travers le petit espace et prit la sacoche de ses genoux. Il l'ouvrit, sortant les 3 registres. « Vous n'avez pas besoin de regarder ça, » dit Béatrice, la voix tendue, sur la défensive. « Je connais le total. C'est exactement 4280 livres sterling. Cela inclut le boucher, le boulanger, le propriétaire et les dettes de jeu restantes de mon père. » Arthur ne leva pas les yeux. Il feuilleta les pages, ses yeux balayant les colonnes d'encre rouge désespérées. « Votre père était un imbécile. Mon père était un optimiste qui croyait plus en la chance qu'aux mathématiques, » corrigea vivement Béatrice. « Et il est mort. Vous ne parlerez pas en mal de lui. » Arthur s'arrêta, son doigt posé sur une page. Il leva les yeux, croisant son regard furieux. Il ne s'excusa pas, mais il ferma les registres et les posa sur le siège à côté de lui. « J'ai un revenu de 100 000 par an, » déclara Arthur. Le nombre était si absurdement grand qu'il ne sonnait même pas comme de l'argent pour Béatrice. Ça sonnait comme de la géographie. « Je possède des domaines dans le Yorkshire, le Kent et les Cornouailles. J'ai un siège à la Chambre des Lords. J'ai des responsabilités qui exigent une partenaire, pas un ornement. » Il se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux, rapprochant son visage du sien. L'espace dans la calèche parut soudain incroyablement petit. « Je méprise la société dans laquelle nous vivons, » continua Arthur, sa voix tombant dans ce registre calme et intense. « Je méprise la flatterie, les manœuvres, les mensonges infinis et suffocants. Je me noie dedans, Béatrice. J'ai passé 5 ans à chercher une seule personne qui me regarderait dans les yeux et me dirait la vérité, quel qu'en soit le coût. » Il tendit la main, sa main nue planant une seconde, avant de saisir doucement ses doigts gantés. Son contact était chaud, solide. « Je vous propose un contrat, » dit-il. Ce n'était pas une question, c'était une négociation. Je réglerai les dettes de votre famille aujourd'hui. Je verserai 5 000 livres sterling par an à votre mère pour qu'elle n'ait plus jamais à supplier un boucher pour du crédit. En échange, vous m'épouserez. Béatrice fixa sa main tenant la sienne. Le monde extérieur à la calèche semblait s'estomper. La pluie tambourinant sur le toit sonnait comme une horloge. « Et qu'attendez-vous de moi en retour de cette transaction ?» demanda-t-elle, forçant sa voix à rester stable. « L'honnêteté, » dit Arthur instantanément. « Une honnêteté absolue, brutale et sans compromis. Quand je serai arrogant, vous me le direz. Quand j'aurai tort, vous me corrigerez. Vous ne me flatterez pas. Vous ne sourirez pas à mes mauvaises blagues. Vous gérerez les domaines à mes côtés.
et vous ne prétendrez pas être une fleur fragile. Il serra légèrement sa prise sur ses doigts. Je ne vous offre pas une grande romance, mademoiselle Winslow. Je n'y crois pas. Je vous offre une alliance, un partenariat construit sur la seule chose que j'estime, la vérité. Béatrice le regarda dans les yeux. Elle chercha un piège. Elle chercha la cruauté qu'elle avait vue au bal de Danbury. Mais l'homme qui la regardait était entièrement dépouillé de son armure. Il était épuisé, il était seul, et il lui offrait une bouée de sauvetage lancée depuis un navire en perdition. Elle pensa au front en sueur de Lord Haddington. Elle pensa aux pleurs de sa mère. Elle pensa à l'âtre froid de son salon. Puis elle regarda le duc de Rothermere, un homme totalement exaspérant, incroyablement arrogant, et pourtant le seul homme qui l'ait jamais vraiment vu. « Si nous devons avoir une alliance, » dit lentement Béatrice, retirant soigneusement sa main de la sienne pour la poser sur ses genoux, affirmant sa propre volonté dans cet espace. « Il doit y avoir des conditions. » Un fantôme de sourire toucha les coins de la bouche d'Arthur. C'était la première fois qu'elle le voyait avoir l'air sincèrement satisfait. « Énoncez-les. La rente de ma mère doit être placée dans une fiducie blindée, impénétrable par toute dette de jeu future qu'elle, ou tout parent éloigné pourrait contracter, » déclara Béatrice, son esprit vif, la panique s'estompant alors que le territoire familier des mathématiques et de la survie reprenait le dessus. « Faites. Accepte Arthur sans hésitation. Je ne serai pas exhibé dans Londres comme une jument de prix, continua-t-elle. J'assisterai aux fonctions nécessaires, mais je n'organiserai pas d'interminables fêtes insipides pour des gens que je méprise. Je préférerais mettre le feu à ma maison de ville plutôt que de les recevoir. D'accord. Et enfin, Béatrice fit une pause, prenant une profonde inspiration. Elle le regarda droit dans les yeux. Vous arrêterez vos tests ridicules. Vous ne renverserez pas de thé sur les gens. Vous ne ferez pas trébucher les laquais. Et vous ne jouerez pas avec la vie des gens. Vous exigez de moi l'honnêteté, j'exige de vous l'humanité. La calèche devint silencieuse. Le seul son était la pluie incessante. Arthur la dévisagea. Le défi dans ses yeux était une force physique. Pendant 5 ans, il avait agi en toute impunité. Personne ne lui avait jamais donné d'ordre. Personne n'avait jamais exigé de lui qu'il soit un homme meilleur. Il sentit un étrange et profond sentiment de soulagement l'envahir. Le registre des échecs dans son bureau était totalement sans importance maintenant. Il avait trouvé l'anomalie. « J'accepte vos conditions », dit doucement Arthur. Béatrice laissa échapper un long soupir tremblant. L'ampleur de ce qu'elle venait de faire pesait lourdement sur ses épaules. Elle allait devenir duchesse. Elle allait épouser un homme qu'elle connaissait à peine, un homme qui l'intimidait et l'exaspérait. « Alors nous avons un accord, votre grâce, dit-elle. »« Arthur, corrigea-t-il, tendant à nouveau sa main vers elle, paume ouverte. Si nous devons être des alliés, vous devez m'appeler Arthur. » Béatrice regarda sa main tendue. Elle hésita une fraction de seconde, sentant le changement irrévocable de son destin. Puis elle tendit la main et la plaça fermement dans la sienne. « Très bien, Arthur, dit-elle. » Ils ne s'embrassèrent pas. Ils ne parlèrent pas d'amour. Ils restèrent simplement assis dans la calèche qui roulait sous la pluie de Londres. 2 survivants farouchement pragmatiques qui venaient de former l'alliance la plus redoutable d'Angleterre, se préparant pour la guerre à venir. Les oiseaux frappèrent Mayfair comme une balle de mousquet, brisant le vernis fragile et poli de la saison. Le duc de Rothermere épousait une indigente. Pire, il épousait une indigente avec un père décédé manquant totalement de grâce sociale, une mère sujette aux crises de nerfs, et une garde-robe qui appartenait à la décennie précédente. La société fut collectivement consternée, puis voracement intriguée. Les carnets de Paris chez White's se remplirent immédiatement de mises sur la durée de l'union, avant que Rothermere ne l'expédie dans un domaine écossais isolé et ne reprenne son misérable célibat, en tout sauf le nom. Ils se marièrent 3 semaines plus tard, un mardi matin. Il pleuvait. Il n'y avait pas de chœur à Saint-Georges. Il n'y avait pas de fleurs pour masquer l'odeur humide et ancienne de l'église en pierre. Béatrice portait une robe de soie grise, lourde et sévère, achetée avec l'argent d'Arthur, choisie pour son absence totale de frivolité. C'était l'armure d'une femme entrant sur un champ de bataille. Arthur portait du noir. Il se tenait à l'autel, sa posture rigide, son expression totalement indéchiffrable. Thomas Croft se tenait derrière lui, l'air légèrement nauséeux. Quand Béatrice remonta l'allée, elle ne regarda pas les bancs vides. Elle ne regarda que l'homme qui l'attendait. Il ne sourit pas. «
Elle ne trembla pas. Ils échangèrent leurs vœux avec l'efficacité vive et solennelle de deux généraux ratifiant un traité. « Je vous déclare mari et femme », marmonna le vicaire, clairement déconcerté par l'absence totale de chaleur émanant du couple. Arthur se tourna vers elle. Il ne souleva pas son voile. Il lui offrit son bras. « Allons-nous, duchesse ?»« Allons-y », répondit Béatrice. Ils sautèrent complètement le petit déjeuner de mariage. À midi, ils étaient dans une calèche en direction des Cornouailles. Pendar's Hall se dressait sur une falaise brutale et balayée par le vent, surplombant la mer Celtique. C'était une forteresse de granit sombre, battue par des siècles de sel et de tempêtes. Il n'y avait pas de jardin manucuré. Il n'y avait que des arbres tordus et résistants, s'accrochant aux rochers, et le rugissement assourdissant et éternel de l'océan. C'était l'endroit le plus beau que Béatrice ait jamais vu. « Le personnel a reçu l'ordre de vous laisser en paix, sauf si on l'appelle, » dit Arthur, enlevant son lourd manteau de voyage dans le hall d'entrée caverneux. L'air à l'intérieur était glacial, sentant la fumée de bois et la vieille pierre. Vos appartements sont dans l'aile est, les miens sont dans l'aile ouest. La bibliothèque est un territoire neutre. Les registres du domaine sont sur le bureau. Il la regarda, ses yeux sombres captant le scintillement des appliques murales. J'ai des affaires de domaine à régler. Mon bailli a escroqué les mineurs d'étain, et j'ai l'intention de le renvoyer avant la nuit. Faites comme il vous plaît, Béatrice. Il se tourna et s'éloigna, ses bottes résonnant sèchement sur le sol en ardoise. Une femme de moindre envergure aurait pu pleurer devant l'isolement désolé de tout cela. Béatrice se contenta de défaire son chapeau, de le tendre à un laquais à l'air terrifié, et de demander la direction de la bibliothèque. Pendant les 2 premières semaines, leur mariage fut un modèle de mécanique synchronisée. Ils étaient 2 engrenages dans une machine massive et ancienne, tournant en douceur, sans jamais grincer, se touchant rarement. Ils se retrouvaient au petit déjeuner, où Béatrice l'informa que les comptes de la maison étaient gonflés de dépenses fictives. Arthur écouta, hocha la tête et lui permit de renvoyer l'intendant corrompu. Ils se retrouvaient l'après-midi dans la bibliothèque, travaillant aux extrémités opposées d'une immense table en chêne. Elle vérifiait les loyers des tenanciers. Il examinait les rendements miniers. Ils ne parlaient que de chiffres, de rotation de culture et de litiges juridiques. Ils étaient brutalement honnêtes. Quand Arthur proposa une pénalité sévère pour un tenancier en retard, Béatrice le traita de tyran et expliqua la folie économique d'affamer sa propre main-d'œuvre. Arthur la dévisagea, argumenta férocement pendant 10 minutes, réalisa qu'elle avait mathématiquement raison, et céda sans ego meurtri. Quand Béatrice suggéra d'investir dans un nouveau métier, à tisser non éprouvé pour les tisserands locaux, Arthur la traita d'imbécile sentimentale et souligna les défauts mécaniques de la machine. Elle examina ses croquis, admit le point et abandonna l'idée. C'était épuisant, c'était exaltant, c'était exactement ce qu'il s'était promis. Puis vint le silence des soirées. Il s'asseyait près de l'immense cheminée de la bibliothèque, le feu rugissant contre le froid des Cornouailles, le vent hurlant contre les vitraux plombés. Béatrice lisait. Arthur buvait un unique verre de scotch et regardait les flammes. Pendant ces heures calmes, Béatrice remarqua l'épuisement qui s'infiltrait de nouveau dans ses os. Il avait cessé de tester le monde, mais le monde était toujours lourd. Elle observait la façon dont il se frottait les tempes, la façon dont il tressaillait lorsque le vent atteignait un pic particulièrement violent. Elle commença à comprendre que son cynisme n'était pas né de la cruauté, mais d'une tentative désespérée et ratée de trouver quelque chose de réel auquel s'ancrer. Il était un objet inamovible, mais elle commençait à réaliser à quel point le monde pesait sur lui. La tempête frappa un jeudi de fin novembre. Elle n'arriva pas avec un avertissement, mais avec une chute de pression soudaine et violente qui fit gémir les fenêtres de Pendar's Hall dans leur cadre en pierre. Au crépuscule, la mer était un chaudron bouillonnant d'eau noire et d'écume blanche, projetant des embruns hauts sur les falaises. Béatrice était dans la bibliothèque, luttant pour lire à la lumière erratique d'une lampe vacillante, lorsque les lourdes portes s'ouvrirent violemment. Arthur se tenait sur le seuil, trempé jusqu'aux os. L'eau coulait de ses cheveux sombres, collant sa chemise à sa poitrine. Il respirait fort, ses yeux sauvages et illuminés d'une adrénaline qu'elle n'avait jamais vue en lui. La digue du village en contrebas a cédé, dit-il, sa voix tranchant le rugissement du vent à l'extérieur. La marée monte. Les cottages seront inondés d'ici 1 heure.
Béatrice se leva instantanément, laissant tomber son livre. Les registres, les chiffres, la logique froide disparurent. Combien de familles? 12. Je prends les palefreniers et les laquais pour les sortir de là. Il tourna les talons. Restez loin des fenêtres. Arthur, attendez. Il s'arrêta, la regardant avec impatience. Amenez-les ici, ordonna Béatrice. Sa voix était complètement dépourvue de déférence. C'était le ton sec et autoritaire d'une femme qui savait exactement comment étirer une livre de farine pour nourrir 3 personnes, maintenant transposées à la survie. Le grand hall est en pierre. Nous pouvons allumer les immenses cheminées. Envoyer un garçon en avant pour prévenir les cuisines. Je veux de l'eau bouillante, des couvertures et tous les vêtements secs que nous pouvons arracher des malles. Arthur la dévisagea une fraction de seconde. Il semblait sur le point de discuter, retombant dans son habitude de contrôle absolu et solitaire. Puis il hocha la tête brièvement et sèchement. Demandez au personnel de dégager les meubles. Il était parti. Pendant les 4 heures suivantes, Béatrice commanda la maisonnée comme un général aguerri. Les serviteurs terrifiés, habitués au gouvernement absent et froid des duchesses précédentes, se retrouvèrent à courir aux ordres aboyés de la nouvelle. Elle vida les chambres d'amis de leur linge. Elle pilla les cuisines pour du bouillon et du pain. Elle retroussa les manches de sa robe de laine pratique et s'agenouilla près des âtres, construisant des feux assez chauds pour faire fondre le fer. Quand les lourdes portes d'entrée s'ouvrirent enfin de nouveau, elles firent entrer la tempête. Le vent, la pluie et l'odeur d'humanité terrifiée inondèrent le hall. Arthur portait un jeune enfant dans ses bras, le visage pâle et tendu. Derrière lui, des dizaines de locataires tremblants et trempés trébuchèrent dans la chaleur. « Ici !» cria Béatrice par-dessus le vacarme, montrant un tas de couvertures près du feu le plus proche. « Amenez l'enfant ici !» Arthur tendit le garçon à une mère en larmes et se releva. Il chancelait légèrement. Ses mains étaient couvertes de boue et de sang. Une profonde et vilaine entaille courait le long de son avant-bras gauche, imbibant sa manche déchirée d'un cramoisi sombre. « Vous saignez !» dit Béatrice en lui attrapant le bras. « Une poutre s'est brisée !» haleta Arthur, essayant de se dégager. « Je dois y retourner. Le bétail peut se noyer !» lança Béatrice, sa prise sur son bras se transformant en étau. Elle le traîna vers un banc en bois près du feu. « Asseyez-vous avant de vous évanouir et de devenir mon problème. » Arthur était trop épuisé pour la combattre. Il s'effondra sur le banc, fermant les yeux, alors qu'un violent frisson secouait son corps. Béatrice n'appela pas de serviteur. Elle alla chercher une bassine d'eau chaude, un chiffon de lin propre et une bouteille d'alcool pur des fournitures médicales qu'elle avait stockées. Elle s'agenouilla sur le sol, dure en pierre entre ses genoux. « Ça va brûler !» l'avertit-elle en levant les yeux vers son visage pâle. « Faites-le !» Elle versa l'alcool directement sur l'entaille. Le corps entier d'Arthur se raidit. Un sifflement aigu s'échappa de ses dents, sa main agrippant le bord du banc en bois assez fort pour le faire éclater, mais il ne se déroba pas. Béatrice travailla rapidement, sa main stable tandis qu'elle nettoyait la blessure et la pansait fermement avec du lin. Elle sentit le pouls lourd et puissant dans son poignet. Elle sentit la texture froide et moite de sa peau. Il n'était pas un duc en ce moment. Il n'était pas un registre ou un domaine ou un objet inamovible. Il était juste un homme qui avait failli se tuer en sortant des étrangers de l'eau glacée. Elle noua le bandage et se rassit sur ses talons. Arthur ouvrit les yeux. Il la regarda. Ses cheveux s'étaient échappés de leurs épingles, tombant en mèches humides et emmêlés autour de son visage. Il y avait de la suie sur sa joue et une tache de sang de quelqu'un d'autre sur son col. Elle avait l'air épuisée, battue et absolument magnifique. « Vous ne m'avez pas flatté », dit doucement Arthur, sa voix. Béatrice soupira, essuyant ses mains sur sa jupe en ruine. « Vous avez failli vous vider de votre sang pour un troupeau de moutons, Arthur. C'était une chose remarquablement stupide à faire. » Un sourire lent et fatigué se dessina sur le visage d'Arthur. Il atteignit ses yeux, altérant fondamentalement l'architecture sévère de ses traits. C'était une expression étonnamment vulnérable. Ça l'était, n'est-ce pas? Il tendit sa main non blessée. Il écarta une mèche de cheveux emmêlée de sa joue tachée de suie. Son contact était hésitant, complètement dépourvu de l'arrogance cynique qui avait défini chaque interaction qu'ils avaient jamais eue. « Vous avez organisé tout ça », murmura-t-il en regardant autour du grand hall. Les locataires étaient blottis près des feux, mangeant du bouillon chaud,
enveloppés dans des couvertures sèches. Vous les avez sauvés. Nous les avons sauvés, corrigea doucement Béatrice. Elle se pencha juste un peu dans la chaleur de sa paume contre sa mâchoire. Le contrat, le marché froid qu'ils avaient conclu dans la calèche, parut soudain incroyablement fragile, fondant sous la chaleur du feu et le silence partagé. Ils n'en parlèrent pas. Ils restèrent simplement assis ensemble dans le hall humide et bondé, regardant les feux repousser l'obscurité. Mais la glace s'était fissurée, et en dessous, il y avait quelque chose de terrifiantement chaud. 6 mois plus tard, la machine se brisa. Le Parlement rappela Arthur à Londres. Un vote crucial sur les tarifs agricoles exigeait sa présence. Ils retournèrent à la maison de ville de Mayfair en mai, replongeant dans l'humidité suffocante de la saison londonienne. La bonne société n'avait pas oublié Béatrice. Au contraire, leur absence avait aiguisé les griffes de la société. Les carnets de Paris avaient été fermés. Le mariage avait duré, mais les murmures évoluèrent. On disait qu'elle était une geôlière. On disait qu'elle l'avait piégée avec de la sorcellerie. On disait qu'il la regardait non pas avec amour, mais avec la résignation lasse d'un homme brisé. Ils assistèrent à un bal organisé par Lady Danbury, un mal politique nécessaire. Béatrice portait une robe de soie bleu nuit. Elle n'était pas délavée. Elle n'était pas empruntée. Elle était taillée à la perfection, une manifestation physique de sa nouvelle réalité. Pourtant, debout près d'un pilier de marbre pendant qu'Arthur parlait à un groupe de pères conservateurs, elle sentit la vieille panique familière lui serrer la poitrine. Elle était de nouveau entourée de vautours. « Fascinant, n'est-ce pas ?» dit une voix traînante près de son oreille. Béatrice se tourna. Lord Linwood, un homme ricanant et vicieux dont la famille avait bâti sa fortune sur le sucre des esclaves, se tenait beaucoup trop près. Il tenait une coupe de champagne, la lorgnant avec un dédain flagrant. « Je disais justement à ma femme, » continua Linwood, élevant la voix assez fort pour que les invités environnants l'entendent. « Comme il est remarquable qu'une femme de vos origines puisse s'adapter à un tel environnement. Votre père doit se retourner dans sa tombe de débiteur. Ou peut-être est-il simplement fier que sa fille ait enfin appris à se vendre au plus offrant. » La conversation dans les environs immédiats cessa net. Le silence se propagea. Béatrice sentit le sang quitter son visage. La cruauté était si soudaine, si ouvertement agressive, qu'elle lui coupa momentanément le souffle. Elle vit les regards avides et affamés sur les visages des femmes qui l'observaient. Elle voulait qu'elle pleure. Elle voulait qu'elle craque. Elle redressa les épaules, se préparant à l'éviscérer verbalement avec une analyse détaillée de ses rendements sucriers en baisse. Avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, une ombre tomba sur Linwood. Arthur s'interposa entre eux. Il n'éleva pas la voix. Il ne fit pas de scène. Il regarda simplement Lord Linwood, avec une malice froide et absolue, qui fit chuter la température de la pièce de 10 degrés. « Linwood » dit Arthur. Le mot sonnait comme une condamnation à mort. Linwood pâlit, reculant précipitamment. « Rothmere, je ne faisais que... » « Vous parliez à ma femme, » l'interrompit Arthur, sa voix un bourdonnement bas et mortel. « Une femme dont vous ne pourriez comprendre l'intellect, l'intégrité et la valeur même si vous passiez 100 ans à essayer. Vous allez quitter cette maison. Vous retournerez à votre domaine en faillite dans le Sussex. Si jamais je vous entends prononcer son nom à nouveau, je ne vous provoquerai pas en duel. Je détruirai systématiquement les finances de votre famille jusqu'à ce que vous mendiez du pain dans le caniveau. Maintenant, sortez. » Linwood ouvrit la bouche, vit la certitude absolue de sa propre destruction dans les yeux du duc et s'enfuit. Il se tourna et courut presque vers les portes. La foule environnante regarda, stupéfaite. Arthur se tourna vers Béatrice. La malice froide disparut, remplacée par une anxiété féroce et possessive. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement, tendant la main vers son bras. « J'aurais pu m'en occuper, » dit Béatrice, sa voix tremblant légèrement, complètement déstabilisée par la protection féroce qu'il venait d'offrir. « Je sais, » dit Arthur, « mais vous ne devriez pas avoir à le faire. » Il lui prit la main, entrelaçant ses doigts avec les siens, ignorant totalement les centaines d'yeux fixés sur eux. « J'en ai fini avec cet endroit. Rentrons à la maison. » Ils ne parlèrent pas dans la calèche. La tension entre eux était un poids physique, épais et suffocant. Ce n'était pas le silence confortable des Cornouailles. C'était le silence d'un barrage prêt à céder. Lorsqu'ils entrèrent dans le bureau privé de leur maison de ville, Arthur ferma les lourdes portes en acajou et les verrouilla.
Il se tourna pour lui faire face. La lumière du feu attrapa les angles durs de son visage, le faisant paraître fatigué, désespéré. « Nous avons conclu un marché, » dit Arthur, la voix rauque. Béatrice se tenait près de l'âtre, son cœur battant la chamade contre ses côtes. « En effet, j'ai exigé de vous une honnêteté absolue, » continua-t-il, marchant vers elle, réduisant la distance jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'à quelques centimètres. Pas de flatterie, pas de mensonge, seulement la vérité. « Je ne vous ai jamais menti, Arthur. Je sais. » Il s'arrêta, la regardant, ses yeux sombres entièrement dépouillés de leur armure. Il ne restait plus de cynisme. Il n'y avait qu'une vulnérabilité nue et terrifiante. « Mais je vous ai menti. » Béatrice recula, une pointe de peur lui perçant la poitrine. « À propos de quoi ?»« Sur la nature de ce mariage, » dit Arthur. Il tendit la main, prenant ses deux mains dans les siennes. Sa prise était presque douloureuse. « Je vous ai dit que je ne croyais pas à la romance. Je vous ai dit que je voulais une partenaire d'affaires, une comptable, une femme qui se contenterait de me supporter. » Il la tira légèrement plus près, baissant la voix à un murmure rauque. « J'ai rompu notre contrat, Béatrice. » Elle le dévisagea, l'air piégé dans ses poumons. « Comment ? Parce que l'idée que vous me supportiez me donne envie de démolir cette maison, » avoua Arthur. Les mots s'arrachant de lui comme une confession physique. « Parce que quand j'ai vu Linwood vous regarder, je ne voulais pas protéger un investissement. Je voulais le tuer. Parce que je me réveille chaque matin terrifié que vous réalisiez que vous êtes bien trop bonne pour un misérable bâtard cynique comme moi. » Il lâcha ses mains et encadra son visage, ses pouces caressant ses pommettes. « Je suis amoureux de vous, » dit Arthur. Ce n'était pas une déclaration poétique. C'était une vérité brutale et inébranlable. J'aime votre langue acérée. J'aime vos registres. J'aime la façon dont vous m'avez crié dessus quand je saignais. Je vous aime, Béatrice, complètement, sans condition, et je suis terrifié que vous ne ressentiez pas la même chose. Béatrice regarda dans les yeux de l'homme qui avait terrifié 30 femmes. L'homme qui testait le monde parce qu'il avait peur qu'il ne le brise. Elle leva les mains, les enroulant sur ses poignets. Elle ne sourit pas. Elle lui donna l'honnêteté brutale qu'il avait toujours désirée. « Vous êtes un homme arrogant et exaspérant, » dit Béatrice, sa voix tremblant, des larmes coulant enfin sur ses cils. « Vous êtes autoritaire. Vous êtes inutilement impitoyable. » Arthur ferma les yeux, acceptant le verdict. « Mais vous êtes à moi, » acheva-t-elle férocement. Elle le tira vers le bas, comblant la distance restante entre eux. « Et si vous pensez une seule seconde que je vais vous laisser gérer ces registres des Cornouailles seul, vous êtes complètement fou. » Arthur ouvrit les yeux, le choc laissant place à un soulagement profond et aveuglant. Quand il l'embrassa, il n'y eut aucune hésitation. C'était la collision de deux personnes qui avaient passé toute leur vie à se préparer à l'impact, réalisant enfin qu'elles avaient trouvé un endroit où se reposer. Le duc de Rothmire avait passé des années à chercher une colonne vertébrale. Il en avait trouvé une forgée dans le fer, et à son grand étonnement, elle avait appris à son cœur comment battre à nouveau. Était-ce la déclaration d'amour la plus brutale et la moins romantique de l'histoire de la Régence, ou simplement la plus honnête? Arthur et Béatrice ont prouvé que parfois, les fondations les plus solides ne sont pas construites sur la poésie et les roses, mais sur des registres, la survie et un refus de reculer. Si leur partenariat féroce vous a conquis, mettez un pouce bleu dès maintenant. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui apprécie une romance basée sur une vérité sans concession plutôt que sur une flatterie vide. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un autre drame historique profondément ancré. Dites-moi dans les commentaires, comment auriez-vous géré les tests du duc?